Dans cette formation VBA Access, nous allons apprendre à archiver des données dans une table de base de données. Ça veut dire être capable de récupérer des informations de fichiers externes pour pouvoir intégrer les informations qu'ils contiennent dans une table de base de données qui est prévue à cet effet et qui se nomme archive. Nous partons pour cela de l'application que nous avons précédemment conçue dans la formation VBA Access pour accéder aux fichiers, qui, je vous le rappelle, permettait, en cliquant sur le bouton Parcourir, de désigner un dossier et à partir de ce dossier par le code VBA, de récupérer son contenu et d'afficher, lorsqu'il s'agissait de fichiers images, l'image en question au centre du formulaire, et lorsqu'il s'agissait de fichiers texte, d'accéder au contenu de ce fichier texte pour l'afficher au centre du formulaire. Ça, c'est l'application précédente. Ce que nous devons nous maintenant coder, c'est ce bouton qui vient de s'activer, le bouton archiver, qui va permettre au clic de récupérer l'ensemble de ces éléments et de stocker, d'archiver dans la table archive le nom des fichiers images, de leur associer le descriptif correspondant lorsque le fichier texte porte le même nom et, dans la mesure du possible, de lancer à l'issue un diaporama des images ainsi récoltées et archivées, qui seront d'ailleurs copiées dans un sous-dossier du répertoire de l'application. Illustration, nous cliquons sur le bouton archive, le traitement se fait, les données doivent être archivées dans la table, et lorsque nous cliquons sur oui, le diaporama se lance dans un nouveau formulaire et vous voyez qu'il y a une boucle qui s'effectue avec un délai qui est respecté grâce à une fonction VBA qui se nomme timer, qui permet de temporiser à chaque passage dans la boucle. Notez que nous avons greffé des fonctionnalités sur cette interface afin de permettre à l'utilisateur à tout moment de stopper l'exécution du diaporama, si bien qu'à l'issue, le diaporama peut être fermé et nous revenons sur notre application Access. Donc, comme je vous le disais, pour concevoir cette application, nous partons, en ce qui nous concerne, du dernier formulaire que nous avions conçu pour accéder aux fichiers en VBA Access. Comme vous le remarquez, le bouton archiver par défaut est grisé. Ça veut dire qu'il n'est pas disponible parce que sa propriété enabled en VBA a été réglée à false directement depuis sa feuille propriété. Nous allons afficher ce formulaire en mode création. Je vous rappelle que toutes ces sources sont proposées sur le site Bombache au téléchargement pour que vous puissiez recommencer du même point que la vidéo, ainsi que un fichier zippé qui contient les images et les fichiers texte descriptifs. L'objectif, dans un premier temps, avant même de penser à archiver les données récoltées par le formulaire qui est déjà fonctionnel, est de rendre ce bouton archiver disponible au clic si effectivement des éléments ont été récupérés. Pour cela, nous allons donc accéder au code associé à l'événement du clic sur le bouton parcourir que nous sélectionnons en mode création et dans sa feuille propriété, sous l'onglet événements, pour son événement au clic, nous cliquons sur son bouton à 3 points afin de retourner dans l'éditeur de code entre les bornes de la procédure événementielle parcourir clic. L'objectif ici est double. Il s'agit non seulement de pouvoir compter le nombre d'éléments ajoutés dans la liste correspondant au fichier contenu dans le dossier, et si effectivement ce nombre est supérieur à 0, alors il s'agira d'activer le bouton archiver, et en même temps nous allons pallier un souci puisque à ce stade, rien n'empêche l'utilisateur de cliquer 2 fois sur le bouton parcourir pour charger et empiler les éléments dans la liste, ce que nous ne souhaitons pas. Donc nous voulons vider cette liste avant de poursuivre l'exécution. Nous allons donc commencer par ajouter 2 variables nécessaires à ce fonctionnement. Nous allons déclarer une variable que nous nommons compteur, donc là pour l'instant nous améliorons le code précédent que vous récupérerez en téléchargeant la source depuis le site. Une variable compteur comme un integer qui sera faite pour compter, dénombrer tous les éléments ajoutés. Et puis une variable arbitrairement appelée i, comme un integer aussi, qui servira à faire une boucle pour purger notre zone de liste dont le nom de contrôle sur le formulaire s'appelle liste fichier. Comme toujours, lorsque nous déclarons des variables, nous devons ensuite les affecter. Donc nous nous plaçons après les affectations d'objets que nous avions réalisées pour pouvoir piloter les boîtes de dialogue standard Windows, notamment ici, avec la propriété FileDialog de l'objet application. Et donc nous allons affecter
cette variable compteur à 0 pour l'initialiser. Si en sortant de la boucle qui permet de récupérer tous les noms de fichiers, elle vaut toujours 0, cela signifiera qu'il n'y a rien à archiver et donc que le bouton archiver n'aura aucune raison d'être activé. Il faut, avant de faire ce traitement, se concentrer sur la zone de liste qu'il est nécessaire de vider pour pouvoir la re-remplir. Pour ce faire, nous allons donc réaliser une boucle for que nous avions déjà apprise en VBA Excel et en VBA Access qui permet de passer en revue tous les éléments contenus dans cette liste. Et avec la variable i que nous avions à ce titre déclarée précédemment, dim i as integer, nous allons nous placer pour commencer sur le dernier élément de la liste qui, je vous rappelle, porte le nom liste fichier. Et d'ailleurs, vous constatez que lorsque nous affichons le point IntelliSense se déclenche pour proposer les propriétés et méthodes de cette zone de liste, et il y a, on l'avait déjà repéré, la propriété listCount d'un objet zone de liste qui renvoie le nombre d'éléments contenus dans cette zone de liste, ce listbox. En réalité, le dernier élément est celui qui est situé à l'indice listCount-1, car nous partons de l'indice 0 pour le premier élément. Donc si nous partons de l'indice 0, le 16e élément sera l'indice 15, listCount-1, pour revenir justement jusqu'au premier élément avec un pas de décrémentation, donc mot-clé step-1, mot-clé step avec effectivement une décrémentation de -1, et nous n'oublions pas de fermer cette boucle avec le mot-clé next suivi du nom de la variable. Pourquoi nous partons du dernier élément de cette liste pour la purger et non du premier? Eh bien tout simplement parce que l'instruction récurrente qui va être réalisée dans cette boucle consiste à supprimer l'un des éléments de cette liste, ce qui signifie qu'à chaque suppression, le listCount n'aura plus la même valeur. Donc si nous partions de 0, eh bien nous poursuivrions la boucle, l'énumération, jusqu'à des éléments qui n'existent plus et le programme déclencherait une erreur. En partant du dernier pour remonter jusqu'au premier, eh bien nous savons qu'à chaque fois, nous serons positionnés sur un indice qui existe. À l'intérieur de cette boucle, grâce toujours au nom de l'objet liste fichier et cette fois-ci à sa propriété remove item, à sa méthode, autant pour moi remove item, puisque c'est bien une action, nous allons supprimer l'élément sur lequel nous sommes positionnés. Eh bien, nous sommes positionnés en fonction d'un indice précis dans la liste qui est renvoyé par l'indice enregistré dans la variable i au moment de son passage dans la boucle. Et de ce fait, à chaque passage, nous vidons tous les éléments, chacun des éléments de cette liste. Nous allons maintenant exploiter fort logiquement cette variable compteur que nous avions utilisée pour savoir si nous ajoutons ou non des éléments dans cette zone de liste après avoir cliqué sur le bouton parcourir. Donc dans la boucle qui est prévue à cet effet, qui parcourt tous les fichiers du dossier que nous avions programmé dans le cas précédent, si un fichier est ajouté, eh bien il nous suffit d'incrémenter cette variable compteur qui servira de test pour savoir si à l'issue il est nécessaire ou non de rendre disponible le bouton archiver. En effet, dans la boucle for each, à chaque fois qu'un élément est ajouté, nous incrémentons la variable compteur. Et il suffit désormais à la fin de la procédure donc de rajouter un petit test sur cette variable compteur. Si elle est supérieure à 0, alors nous devons rendre disponible le bouton. Et ensuite, nous pourrons tester. Si la variable compteur est bien supérieure à 0, alors, then, nous allons tout écrire sur une ligne parce qu'il n'y a qu'une seule action à définir. Il suffit d'activer ce bouton qui se nomme archiver et dont la propriété se nomme enabled. C'est un booléen que nous réglons à true pour le rendre disponible. Nous enregistrons les modifications et nous allons retourner sur notre formulaire pour tester ce code. Nous l'exécutons par exemple avec la touche F5, nous cliquons sur le bouton parcourir afin de pouvoir désigner un dossier et comme je vous le disais, ce dossier est proposé au téléchargement et lorsque nous le sélectionnons, il s'agit du dossier contenu et que nous cliquons sur OK, notre code, comme nous l'avions vu tout à l'heure, permet de récupérer son contenu. Vous remarquez que comme un contenu a bien été récupéré, une liste de fichiers par leur nom, le bouton archiver s'est en effet rendu disponible
Bien entendu, à ce stade, si nous cliquons dessus, il ne se produit rien puisque nous n'avons affecté aucun code à ce bouton, ou plutôt à l'événement du clic associé à ce bouton. Ce que nous devons faire maintenant, il s'agit d'une part de récupérer tous les noms de fichiers pour les inscrire dans la table archive, puis il s'agit aussi de réaliser une copie des images dans un sous-dossier archive du répertoire de l'application locale. Et c'est pour ça que nous l'avons prévu, comme vous le constatez, nous avons dans le répertoire de la base de données Access un sous-dossier archive qui pour l'instant est vide, et nous constaterons tout à l'heure que nous réussirons à le remplir par le code. Pour développer le code associé à ce bouton archivé, donc, il s'agit de lui associer une procédure événementielle. Pour lui associer une procédure événementielle, comme vous le savez, nous passons par sa feuille de propriété, comme toujours, par le biais de son onglet événements, et à son événement au clic, nous cliquons sur le bouton à 3 points afin de lui associer par le biais du générateur de code la procédure événementielle qui se nomme archiver_click, archiver étant le nom du bouton, click son événement associé. Cela signifie que le code qui sera situé entre les bornes de cette procédure se déclenchera au clic sur le bouton archiver. Comme pour cet archivage, nous avons besoin de modifier les données dans la table archive, eh bien nous avons besoin d'ajouter la référence aux objets ActiveX qui permettent de piloter les données, comme nous l'avions fait dans une des formations de connexion aux données. Pour ça, préalablement, nous passons par le menu Outils, nous cliquons sur Références et nous allons chercher par ordre alphabétique notre Microsoft ActiveX nécessaire. Donc, nous déroulons la liste et nous allons le trouver avec le numéro qui correspond à la version qui est installée sur votre ordinateur. Vous voyez qu'en l'occurrence, ici, on trouve bien le Microsoft ActiveX Data Object Record Set pour manipuler les enregistrements de bases de données. Et nous cliquons sur OK. Nous pouvons retourner dans ces références afin de nous assurer qu'elle a bien été ajoutée, ce qui est le cas, vous remarquez sa présence ici. Nous pourrions donc même nous séparer des références les plus anciennes, puisque nous avons les références au 6.1 pour les Microsoft ActiveX Data Object, ADO ou DAO en anglais. Il sera nécessaire, si vous n'avez pas la même version que moi, d'ajouter ou de rajouter la référence aux librairies des objets Office afin de piloter les boîtes de dialogue comme celle que nous avons utilisée, la boîte de dialogue parcourir, pardon. Une fois que ces références sont en effet ajoutées, nous pouvons commencer à coder notre programme entre les bornes de cette procédure archiver-click. Nous avons d'abord besoin pour cet archivage d'objets pour piloter les bases de données. Petite remarque préalablement, cette table archive telle qu'elle est conçue propose plusieurs champs. Il y a un champ de clé primaire qui est un numéro automatique qui va s'incrémenter tout seul, donc nous n'aurons pas besoin de le renseigner. En revanche, il y a deux champs importants, archive image et archive texte. Pour l'instant, nous allons ignorer les deux derniers, la taille et la date. Le premier donc qui permet de recevoir le nom de l'image, nous partons du principe que son chemin sera dans le sous-dossier archive du répertoire de la base de données, et archive texte qui permettra de compléter le descriptif de cette image avec le texte que nous récupérerons dans le fichier texte qui porte le même nom que l'image. Car si nous retournons dans nos dossiers, celui que vous téléchargerez pour pouvoir refaire ces manipulations, eh bien vous constatez que à chaque fichier image, pour cet exemple, correspond un fichier texte du même nom avec un descriptif de l'image. Voilà donc pour l'histoire. Maintenant, nous allons donc nous concentrer sur le code qui permet de récupérer ces données dans le but de les archiver non seulement dans la table, mais aussi dans le sous-dossier archive en ce qui concerne les images. Nous avons donc besoin d'un objet de base de données que nous déclarons comme nous l'avons fait dans la formation pour la connexion aux données record_set. Record_set qui permet tout simplement de déclarer une variable objet pour désigner un enregistrement de table. Et bien sûr, pour pouvoir désigner un enregistrement de table, il faut pouvoir désigner avant cela la base de données qui contient cette table. C'est pourquoi nous déclarons un objet que nous nommons base comme
un database. Il va falloir ensuite les affecter, les instancier. Nous allons pouvoir le faire grâce à la référence ADO, ActiveX Data Object, que nous avons ajoutée préalablement. Ensuite, afin aussi de traiter et gérer les fichiers, nous allons d'abord déclarer une variable que nous nommons non-fichier comme un string, c'est-à-dire une chaîne de caractères qui permettra de reconstituer le chemin d'accès complet aux fichiers que nous serons en train de lire. Et puis, pour les manipuler, vous savez que nous allons utiliser la fonction VBA createObject qui va permettre de créer un objet ActiveX pour manipuler les fichiers, les dossiers sur le disque dans l'arborescence Windows. Donc nous déclarons une variable que nous nommons objet fichier comme un object puisqu'il s'agira d'un objet que nous allons ensuite affecter et instancier. Pour les mêmes dessins, nous avons besoin d'une variable que nous allons nommer dossier. Elle est très parlante, qui va permettre de pointer sur le dossier récupéré. Nous ne la typons pas, son type s'affectera en temps réel. Pour l'instant, elle est déclarée comme un variant. Ça veut dire qui peut le plus, peut le moins. Elle peut être affectée à n'importe quel type de variable. Et puis une variable chaque fichier, comme nous l'avions vu aussi dans la formation précédente, qui va permettre dans une boucle for each de passer en revue chacun des fichiers que contient le dossier que nous allons scruter. La déclaration n'est pas terminée, nous avons besoin de dénombrer les fichiers que nous allons étudier. Pour cela, comme tout à l'heure, nous déclarons une variable compteur comme un entier, integer. Là aussi, nous prenons une marge de sécurité. Un integer est un entier qui a suffisamment de capacité au cas où le contenu du dossier soit conséquent. Puis, comme il va s'agir de traiter les fichiers en fonction de leur nature, c'est-à-dire en fonction de leur extension, pour ce faire, nous allons déclarer une variable extension comme un string, une chaîne de caractères, c'est-à-dire généralement les 3 dernières lettres du fichier. Puis il s'agira ensuite d'accéder au contenu des fichiers lorsqu'il s'agit de fichiers texte, et pour ce faire, nous allons avoir besoin de 2 variables de type texte supplémentaire. La première que nous nommons fichier détail, comme un string donc, et la seconde dans la foulée, grâce aux 2 points dans la syntaxe VBA Access, idem pour VBA Excel, une variable que nous nommons arbitrairement détail contenu comme un string afin de pouvoir stocker temporairement l'intégralité en octets des octets contenus dans le fichier texte auquel nous allons accéder par la mémoire de l'ordinateur. Il s'agit dans un premier temps donc d'instancier et d'affecter nos variables objets de base de données notamment. Pour cela donc, nous commençons par la variable prioritaire, base, celle qui doit désigner la base de données actuelle en cours. Souvenez-vous que l'objet application propose, et là IntelliSense se déclenche, une méthode qui s'appelle currentDB qui permet de pointer directement sur la base de données en cours et d'affecter la variable objet base qui est ainsi instanciée et qui va pouvoir récupérer les propriétés méthodes de cette base de données pour pouvoir la piloter. Dans la foulée donc, nous en profitons, nous allons pouvoir affecter notre variable ligne qui, je vous rappelle, elle doit désigner les enregistrements d'une table ou d'une requête, et comme nous l'avions vu donc, grâce à cet objet base précédemment instancié affecté, nous pouvons désormais accéder à sa méthode OpenRecordSet. Ça veut dire d'accéder aux enregistrements d'une table que nous nommons entre guillemets en premier argument de cette méthode. Elle se nomme archive, cette table, je vous le rappelle, entre guillemets. Puis nous allons dire comment nous y accédons. Et bien tout simplement avec la constante que nous enseigne l'aide en ligne DB Open Dynaset, qui est un mode dynamique qui permet d'accéder aux données dans le but de les modifier, car c'est bien l'objectif de ce bouton archiver puisque nous souhaitons ajouter des enregistrements dans la table. Ensuite, toujours en ce qui concerne les variables objets, il s'agit d'initialiser les variables qui vont nous permettre de manipuler les fichiers sur le lecteur. Donc nous avions déclaré pour ce faire la variable objet fichier et que nous allons pouvoir instancier grâce à la fonction VBA createObject qui, je vous le rappelle, en fonction du paramètre que vous lui passez, permet de déclarer un objet ActiveX. Il y a une syntaxe particulière à respecter
et c'est encore une fois l'aide en ligne qui vous donne la commande. Ici, il s'agit de scripting file system object, ce que nous indiquons tout de suite. Il faut faire attention de ne pas commettre d'erreurs de syntaxe ou d'orthographe. Ensuite, nous allons en profiter pour initialiser notre variable dossier que nous avions déclaré comme un variant pour pouvoir pointer directement sur le dossier de l'application qui nous intéresse grâce à cette variable objet fichier qui désormais est censé savoir manipuler les dossiers et les fichiers sur l'ordinateur. Remarquez qu'ici j'ai a priori commis une petite erreur d'orthographe, alors il est intéressant de la remarquer avant de générer le code, car sinon une erreur aurait été déclenchée. Bon, on a toujours le débogage, donc il n'est jamais trop tard, rien n'est irréversible. Comme je vous le disais donc dans la folie, nous allons pouvoir initialiser notre variable dossier pour la faire pointer sur le dossier archive. Pour ce faire, nous exploitons notre variable objet initialisé précédemment qui se nomme objet fichier, qui possède une méthode getFolder qui porte bien son nom, qui permet d'obtenir, de pointer le dossier qui nous intéresse. Il s'agit du sous-dossier archive du répertoire de l'application. Eh bien, il y a l'objet application en VBA d'une manière générale qui propose certaines propriétés et méthodes, et en l'occurrence nous avons la propriété current project qui désigne donc le projet en cours, c'est-à-dire la base de données en cours, qui propose en propriété dérivée la propriété path qui va désigner le dossier local relatif de l'application de la base de données. Donc à ce chemin, nous allons concaténer le sous-dossier archive en prenant soin de rajouter un anti-slash, puisque nous l'avons constaté tout à l'heure, il y a bien un sous-dossier archive dans le répertoire de l'application. Petit test ici, si nous faisons un débogage que nous compilons, a priori, VBA pour l'instant ne révèle aucune erreur. Donc nous pouvons poursuivre le code. Il est trop tôt pour le tester puisque nous n'avons fait que affecter nos variables objets. Avant de nous soucier de la boucle qui permettra de parcourir l'ensemble des fichiers récupérés pour pouvoir non seulement les archiver dans la table en tant qu'enregistrement, mais aussi en ce qui concerne les images dans le sous-dossier archive, nous allons, comme je vous le disais, nous occuper, nous charger de vider non seulement le contenu potentiel du dossier, du sous-dossier archive, mais aussi de la zone de liste qui se nomme liste fichier. Donc, pour ce faire, nous allons commencer par parcourir directement l'ensemble des éléments contenus dans le sous-dossier archive. Pour ce faire, nous utilisons une boucle for-each qui littéralement, comme vous le savez, veut dire pour chaque élément du groupe. Ici, le principe est de pouvoir expliquer que nous souhaitons parcourir chaque fichier du dossier. C'est pourquoi nous avions déclaré une variable chaque fichier, et comme vous le savez, après le mot-clé in, qui signifie dans, eh bien, l'objet qui est situé après ce mot-clé doit être du même type que l'objet qui est situé avant, c'est-à-dire un objet de type file. Nous avons notre variable dossier qui possède une propriété files qui désigne littéralement, c'est une collection, l'ensemble des fichiers qu'il contient. Avant d'ajouter l'instruction ou les instructions de traitement récurrent dans cette boucle, n'oublions pas de fermer notre boucle for-each par l'instruction next suivie du nom de la variable qui est utilisée pour boucler. À l'intérieur de cette boucle, il s'agit donc de purger le contenu de ce dossier. Et bien, maintenant que nous avons notre objet ActiveX, cette variable, chaque fichier qui n'avait pas de type, qui a été à la volée typé comme un objet de type fichier, propose une méthode qui n'est pas déclenchée par IntelliSense puisque c'est un objet ActiveX qui se nomme delete et littéralement donc qui permet de supprimer l'ensemble des fichiers contenus dans le dossier. Il faut aussi que nous purgions la table archive si des fois des données avaient précédemment été intégrées dans cette table pour archivage. Donc nous allons la parcourir du premier au dernier enregistrement, moyennant, comme nous l'avions vu dans la formation de l'accès aux données en VBA Access, un petit test préalable qui consiste à savoir s'il y a ou non des enregistrements présents
dans cette table grâce à la propriété recordCount de l'objet record7 que nous avons appelé ligne, qui renvoie le nombre d'enregistrements. S'il est bien supérieur à 0, pas de souci, nous allons donc effectuer le traitement qui permet de purger cette table. N'oublions pas de boucler notre instruction if par les mots-clés endif, et à l'intérieur donc, si le critère est vérifié, nous devons effectivement parcourir l'ensemble des enregistrements pour les supprimer. Nous commençons, comme nous l'avions appris, par exploiter la méthode moveFirst d'un objet de type recordSet pour placer le pointeur sur le premier enregistrement de la table archive désignée par l'objet recordSet au moment de sa déclaration. Puis, à l'aide d'une boucle qui permet de passer en revue tous les enregistrements de la table, je vous rappelle le code, c'est un do loop avec l'instruction until et puis suivi de ligne.eof qui signifie littéralement, c'est sa propriété, end of file, ça veut dire tant que la fin de la table n'est pas atteinte. Normalement, end of file, c'est tant que la fin du fichier. Littéralement ici, c'est pour dire tant que le dernier enregistrement de la table n'est pas atteint. Il ne faudra pas oublier à chaque passage de la boucle de bien se positionner sur l'enregistrement suivant après le traitement. Le traitement, quel est-il? Il consiste à supprimer l'enregistrement en cours. Eh bien, un objet recordSet propose une méthode, comme pour les fichiers, delete, qui permet de supprimer l'enregistrement pointé. Maintenant que nous avons fait ça, effectivement, nous allons pouvoir nous attaquer à la boucle qui permet de réaliser réellement cet archivage. Si nous consultons le contenu de la table archive pour l'instant, il est effectivement vide, il n'y a pas de souci. Nous pourrions d'ailleurs rajouter pourquoi pas un élément ici pour faire un test, par exemple dans le champ archive image et dans le champ archive texte. Nous sommes d'accord que cette table contient bien un enregistrement et pourquoi pas nous pourrions aller récupérer l'ensemble des fichiers du dossier d'origine proposé au téléchargement pour le mettre dans le répertoire de notre application et voir si à l'issue de l'exécution de ce petit code, eh bien, le résultat attendu est bien atteint. Ça veut dire non seulement le dossier vidé et la table archive vidée. Nous allons exécuter notre formulaire. Nous cliquons comme toujours sur le bouton parcourir pour désigner un dossier. Nous cliquons ensuite sur le bouton archiver pour lancer le code que nous avons réalisé. Bien sûr, a priori, il ne se passe rien. Si nous ouvrons la table archive, nous constatons bien qu'elle est vidée de son contenu grâce à notre boucle do loop qui permet de passer en revue chacun des enregistrements et de les supprimer par la méthode delete de l'objet recordSet. Et si nous allons consulter notre sous-dossier archive que nous venions pourtant, comme vous le constatez, de remplir, et bien vous remarquez qu'il est vidé directement par le code VBA Access. Donc jusque-là, tout est parfait. Grâce encore une fois à la méthode delete, cette fois-ci, d'un objet fichier qui a été créé à la volée par la fonction createObject. Il s'agit maintenant, en effet, de nous attaquer à la boucle qui va permettre de traiter chaque fichier un par un pour pouvoir les archiver et dans la table et dans le dossier archive par le code lorsqu'il s'agit de fichiers images. Ces dossiers, lorsque nous exécutons ces fichiers, lorsque nous exécutons notre formulaire, apparaissent dans la liste, la zone de liste qui porte le nom liste fichier. Tant qu'à faire, nous allons exploiter les informations que nous connaissons déjà. Donc nous allons parcourir cette zone de liste du premier élément, indice 0, jusqu'au dernier élément, liste count-1, grâce à une boucle for et une variable compteur que nous avions judicieusement déclarée à cet effet. Pour la variable compteur partant de 0, une boucle for que nous connaissons bien désormais, jusqu'à la valeur du dernier indice de cette liste, qui se nomme, je vous le rappelle, liste fichier, et qui propose la propriété liste count, qui renvoie le nombre d'éléments contenus dans cette liste au moment où nous exécutons le code, -1 puisque nous partons de la valeur 0, donc pour la même raison que celle évoquée précédemment, et nous n'oublions pas, pour ne pas risquer de faire d'erreur, de borner notre boucle for avec le mot-clé next suivi de la variable qui sert à boucler, c'est-à-dire la variable compteur. À l'intérieur, par mesure de sécurité, nous allons à chaque passage commencer par réinitialiser la variable
la valeur de la variable contenue sur du vide, tout simplement parce qu'elle est faite pour charger à chaque passage en mémoire le contenu potentiel textuel des fichiers descriptifs de l'image. Donc nous les vidons pour être sûr de bien les réinitialiser, même si ce n'est pas forcément nécessaire. Pour pouvoir traiter ces fichiers, il nous faut être capable de récupérer le chemin d'accès complet à ces derniers. C'est pourquoi nous avions judicieusement déclaré la variable non-fichier comme un string dans la partie déclarative dans laquelle nous allons reconstruire, comme nous l'avions fait dans la formation précédente, le chemin d'accès complet à ce fichier qui se décompose en deux morceaux. Il y a ici le dossier qui est mémorisé dans cette zone de texte qui porte le nom de chemin et le nom du fichier à concaténer qui est dans cette zone de liste fichier. C'est une concaténation de ces deux chaînes de caractères. Donc, comme notre objet, le premier, pour le chemin, se nomme justement chemin, nous accédons à la propriété qui permet de récupérer son contenu, value, pour l'affectation que nous allons concaténer dans un premier temps à un anti-slash, puisque le fichier se trouve dans le dossier et l'anti-slash n'est pas présent dans le chemin, le dernier en tout cas, pour récupérer en effet le nom du fichier en cours de lecture dans cette boucle, puisque nous les passons tous en revue. Je vous rappelle que le nom de l'objet est liste fichier et qu'il propose une propriété qui se nomme item data, c'est-à-dire la donnée contenue dans l'élément sélectionné. Quel est cet élément sélectionné? Eh bien celui qui est référencé par l'indice que nous lui passons en paramètre, et l'indice va dépendre de la valeur de la variable compteur en cours de lecture dans cette boucle qui passe tous les indices en revue. Nous sommes censés avoir récupéré à ce stade en effet le nom complet du fichier que nous souhaitons archiver dans la table et éventuellement dans le sous-dossier archive. Pour justement en connaître la nature afin d'effectuer des traitements spécifiques, nous allons récupérer l'extension de ce fichier afin de pouvoir l'étudier, et ça c'est une chose que nous avions faite là aussi dans la formation précédente sur l'accès aux fichiers en VBA Access, grâce à notre objet ActiveX qui permet de manipuler les fichiers et les dossiers que nous avions nommé objet fichier, avec sa méthode getExtensionName, désolé pour l'accent, donc qui permet de récupérer l'extension du fichier. Quel est-il ce fichier? Nous le passons en paramètre, et bien ça tombe bien, nous venons de recomposer le chemin d'accès complet à ce fichier dans la variable non fichier. Donc grâce à la propriété, à la méthode, puisque c'est bien une action getExtensionName, en passant en paramètre le chemin d'accès complet au fichier pour cette variable ActiveX, et bien dans la variable extension, nous devrions récupérer par exemple pour un fichier texte l'extension TXT, pour un fichier de type image l'extension JPG, PNG, GIF, etc. Donc, il s'agit ensuite de savoir s'il existe un fichier texte de la même nature que l'image potentielle que nous sommes en train de lire. C'est pourquoi, dans la variable fichier détail que nous avions là aussi déclaré, nous allons stocker le nom potentiel du fichier texte en remplaçant l'extension du fichier image par txt et ensuite faire un test avec une méthode qui permettra de savoir si le fichier qui renverra une valeur booléenne, s'il existe ou non. Tout d'abord, donc, nous souhaitons remplacer l'extension du fichier image potentiel par txt grâce à la fonction VBA replace qui demande plusieurs arguments. Tout d'abord, quelle est la chaîne de caractères dans laquelle il s'agit de remplacer une certaine occurrence. Virgule, quelle est cette occurrence à trouver et à remplacer? Eh bien, cette occurrence est mémorisée sous le nom de variable extension. Et quelle est cette occurrence à remplacer, par laquelle, donc, entre guillemets, cette fois-ci c'est textuel, nous allons demander de remplacer effectivement les trois lettres de l'extension par les trois lettres txt. Et de fait, nous avons un nom de fichier avec une extension txt qui va nous permettre de savoir s'il existe ou non. Il s'agit donc de réaliser un test avec l'instruction if désormais bien connue, et effectivement notre variable objet fichier qui, je vous le rappelle, pointe sur les fichiers, propose une méthode qui se nomme
file exist. C'est ce que rappelle d'ailleurs l'aide en ligne de VBA Access. File existe, oui, mais ça veut dire littéralement est-ce que le fichier existe. Lequel? Eh bien, comme toujours pour une méthode, en paramètres, nous allons lui indiquer quel est ce fichier. Nous venons justement de le définir dans la variable fichier détail avec une extension txt. Est-ce qu'il existe? C'est un booléen, c'est vrai ou faux, true ou false. À ce moment-là, cela signifie que nous pouvons le traiter. Si nous pouvons le traiter, eh bien, l'objectif, puisque c'est un fichier texte, consiste à récupérer le contenu de ce fichier. C'est une chose que nous avions vue dans la précédente formation pour charger le contenu en mémoire des objets de type texte, mais aussi dans une formation VBA Excel pour importer et exporter les données. Nous allons utiliser l'instruction open qui permet de charger en mémoire le contenu d'un fichier. De quel fichier? Eh bien, après l'instruction open, nous le désignons par la variable fichier détail qui, je vous le rappelle, est censé désigner un fichier de type texte, le descriptif de l'image. Nous allons lui indiquer que nous ouvrons ce fichier pour un accès en lecture, for input. Et comme ce traitement s'effectue en mémoire, nous devons lui allouer un adressage mémoire par un numéro, par exemple as-1. Comme nous prendrons bien soin de fermer ce fichier après traitement, cela signifie que nous allons décharger la mémoire et donc à chaque passage dans la boucle, nous pourrons réutiliser cette valeur d'adresse mémoire. D'ailleurs, nous le faisons tout de suite avant même le traitement. Pour fermer un fichier traité en mémoire, eh bien nous utilisons le mot-clé close pardon, suivi de cette même adresse mémoire -1. À l'intérieur, en revanche, il s'agit de récupérer le contenu de ce fichier. C'est pourquoi nous avions déclaré une variable détail contenu dans laquelle nous allons affecter l'intégralité du fichier texte. Et pour ce faire, nous devons le lire, le récupérer sur l'ensemble des octets qui le composent. Et c'est ce que nous permet de faire la fonction input qui va demander deux paramètres. Le premier étant la longueur sur laquelle nous souhaitons prélever le contenu. Et bien en premier paramètre grâce à la fonction lof qui signifie littéralement length of file sur la longueur du fichier, la longueur intégrale de quel fichier. Je vous rappelle que nous travaillons en mémoire, donc nous désignons cette fois-ci le fichier non plus par son chemin et son nom, mais par son numéro qui permet de le référencer en mémoire. Nous travaillons dans la RAM. Point virgule, effectivement, idem pour la fonction input pour désigner le fichier que nous traitons, -1. Et dès lors, nous sommes censés à ce stade avoir récupéré l'intégralité du fichier texte. Si nous avons récupéré l'intégralité du fichier texte, il s'agit de pouvoir l'associer dans la table archive, dans le champ archive texte, à l'enregistrement du nom de l'image qui lui sera inscrit dans le champ archive image en même temps que cette image sera copiée dans le sous-dossier archive. Donc, dans la suite de la boucle, pour poursuivre le traitement, nous allons commencer, pour pouvoir faire cet archivage, à faire un test sur l'extension du fichier pour savoir s'il s'agit bien d'une image. Et pour éviter les problèmes de casse, nous utilisons, souvenez-vous, la fonction uCase, qui littéralement signifie uppercase. Ça veut dire que nous transformons le paramètre que nous lui passons en majuscule. Le paramètre, quel est-il? Eh bien, il s'agit de la variable extension, c'est-à-dire logiquement les 3 dernières lettres du fichier. Il peut s'agir des 4 dernières lettres, notamment avec les dernières versions d'Office, DocX, XLSX, etc. Et donc le but du jeu est de comparer, puisque nous l'avons transformé en majuscule à une extension en majuscule, est-ce que l'extension par exemple est de type JPG? Alors pour ne pas refaire à chaque fois, je vais recopier le code, ou bien, mot-clé OR, est-ce que l'extension par exemple est de type GIF? Ou bien, de nouveau, mot-clé OR, est-ce que l'extension est bien de type PNG, BNP, BMP, etc., etc. Bon, nous pourrions continuer en traitant un grand nombre d'extensions de fichiers, mais ce n'est pas l'objectif ici, le processus et le principe restent exactement le même. L'objectif, donc, par le biais de ce test, est de savoir si le fichier en cours de traitement, puisque nous sommes dans la boucle qui passe en revue chacun des noms de fichiers dans la zone de liste du formulaire, s'agit-il bien d'une image? Si c'est une image, la première chose que nous allons faire pour l'archivage est
d'en créer une copie dans le sous-dossier archive. Et pour ce faire, toujours grâce à notre objet ActiveX qui permet de manipuler les fichiers, objet fichier, nous allons accéder à sa méthode copyFile, là encore renseignée par l'aide en ligne, qui permet, vous voyez qu'IntelliSense ne se déclenche pas, moyennant deux arguments, de désigner le fichier source et le fichier de destination. Celui que nous souhaitons copier, nous l'avons stocké, mémorisé sous le nom de variable non fichier. Ça, c'est le fichier d'origine à son emplacement d'origine. Et nous souhaitons le copier à quel endroit? Eh bien, dans le sous-dossier archive du répertoire de l'application. Alors là, si je clique en dehors, une erreur se déclenche parce que l'instruction n'est pas terminée. L'objectif était d'aller récupérer un bout de code qui avait déjà été fait pour dire que nous souhaitons copier l'intégralité de ce fichier dans le sous-dossier archive du répertoire de l'application. Et sous quel nom? Eh bien, il s'agit tout simplement de lui conserver le même nom en le changeant d'emplacement. Le nom, nous le connaissons, il s'agit de celui qui est récupéré dans la zone de liste en cours de lecture par la boucle. Cette zone de liste se nomme liste fichier. Sa propriété, nous l'avons abordé précédemment, c'est item data, qui permet de désigner une ligne en fonction de son indice en cours de lecture référencé par la variable compteur. À ce stade donc, grâce à la méthode copyFile de cet objet fichier, nous sommes censés avoir créé une copie de sauvegarde, une copie d'archive du fichier d'origine de type image, puisque nous sommes dans un test sur les images, dans le sous-dossier archive du répertoire de la base de données. Il s'agit maintenant de pouvoir ajouter les informations nécessaires dans la table archive. Pour ce faire, un objet recordSet que nous avons judicieusement initialisé avec la constante db_open_dinaset pour pouvoir modifier ces enregistrements, cet objet recordSetLine donc propose une méthode addNew qui va permettre d'initialiser cette mise à jour d'informations, cette insertion d'enregistrement. Mais vous allez voir qu'il va falloir une autre instruction pour finaliser cette mise à jour. Nous allons lui indiquer que dans le champ archive image, nous allons intégrer le nom du fichier et que dans le champ archive texte, nous allons intégrer le descriptif de cette image. Pour ce faire, l'objet recordSet propose, comme nous le savons, la propriété fields qui permet de désigner un champ de table. Ce champ, donc, en paramètre, entre guillemets, par son nom se désigne archive_image. Nous fermons la parenthèse et nous allons indiquer que nous affectons à la valeur de ce champ, eh bien, le nom du fichier, toujours la même chose. Alors là, pareil, si je clique en dehors, une petite erreur temporaire se déclenche. Le nom du fichier est celui qui est bien en cours de lecture dans la boucle au travers de cette zone de liste. Et puis dans la foulée, nous allons, tiens, tant qu'à faire aussi, récupérer le code par copier-coller et puis modifier ce qui est nécessaire. Dans le champ qui est juste à côté, celui du descriptif, reconnu sous le nom archive texte tel que nous l'avons déclaré en créant cette table, eh bien nous allons y affecter le contenu intégral du fichier texte que nous avons stocké, mémorisé, dans la variable contenu précédemment. Alors attention de ne pas faire d'erreur de syntaxe ou d'orthographe. Détail contenu que nous retrouvons ici. Pour confirmer cette mise à jour maintenant que nous avons affecté les valeurs des champs, eh bien l'objet recordSet, après l'instruction addNew et les affectations, propose la méthode update qui va permettre effectivement d'insérer définitivement ces nouveaux enregistrements avec ces valeurs de champs dans la table. Du coup, à ce stade, nous pourrions tester si effectivement notre code possède ou non des erreurs, car comme vous le constatez, il devient de plus en plus dense et il ne serait pas étonnant de trouver de ci de là quelques coquilles. Nous allons donc faire le test et voir ce qu'il en est à ce stade. Nous cliquons sur le bouton parcourir et nous devrions donc constater que les éléments ne vont pas se cumuler aux anciens qui sont toujours présents puisque le formulaire est toujours en cours d'exécution. En effet, on a vu instantanément que notre zone de liste s'était déchargée. Regardez, je minimise la boîte de dialogue, notre zone de liste est effectivement vide, si bien que dans la foulée, nous repointons sur notre dossier contenu, nous validons par OK, notre zone de liste effectivement se charge dans la foulée, et nous, lorsque nous cliquons sur le bouton archiver, a priori il ne se passe rien, mais nous allons vérifier que le contenu a bien été intégré dans la table archive. Vous voyez que c'est parfait puisque
associé à chaque nom d'image, en effet, il y a bien le descriptif qui a été récupéré dans les fichiers texte. Donc, en termes d'archivage, pour l'instant, ça semble parfait. Il reste à vérifier, et vous voyez que là c'est parfait, que dans le sous-dossier archive du répertoire de la base de données ont bien été copiées les images. Donc, pas à pas, nous progressons. C'est très bien. Je vous rappelle que ici, nous avons réussi à vider non seulement le contenu d'un dossier, à vider le contenu d'une table, puis à parcourir une zone de liste pour pouvoir ensuite récupérer le contenu des fichiers texte et copier les images et insérer les informations dans la table de base de données. Donc mine de rien, nous avons déjà fait pas mal de choses. À l'issue de ce code, puisque nous avons archivé les éléments, il serait de bon ton de rendre de nouveau indisponible le bouton archiver. C'est pourquoi dans la foulée après la boucle for, eh bien, considérant que l'archivage a eu lieu, nous appelons de nouveau la propriété enabled de notre bouton archivé afin de la caler cette fois-ci à false. Donc nous rendons de nouveau notre bouton indisponible. Il va redevenir grisé si bien qu'on ne pourra pas archiver deux fois de suite. Et puis le principe pour finaliser l'application et atteindre l'objectif que je vous ai présenté au début de cette formation est de lancer dans la foulée le diaporama. Donc nous devons ouvrir le formulaire diaporama prévu à cet effet, mais moyennant une question posée à l'utilisateur, car ce dernier pourrait très bien choisir de ne pas lancer le diaporama après l'archivage si par exemple les données ne sont pas du tout appropriées. Donc nous allons faire un test avec l'instruction if et une boîte de dialogue MSGBox qui doit retourner une valeur parce que nous allons lui greffer des boutons. Tout d'abord, en premier argument, comme nous le savons, nous lui indiquons quel est le message, le prompt. Souhaitez-vous lancer le diaporama? Et puis, il va falloir lui laisser la possibilité de répondre par oui ou par non. C'est pourquoi, en deuxième argument d'ailleurs, vous constatez qu'IntelliSense se déclenche. Nous allons choisir la constante VBYesNo que nous propose toujours l'aide en ligne, qui permet d'ajouter les boutons oui et non, yes, no, sur la boîte de dialogue MSGBox. Dès lors, cette boîte de dialogue va retourner une valeur correspondant au bouton cliqué. Pour le bouton oui, nous savons que c'est la valeur 6 par exemple. Nous allons greffer ces boutons, puisque nous savons maintenant coder ces boîtes de dialogue, à la constante VBQuestion qui va permettre d'ajouter la petite icône standard d'une question Windows posée à l'utilisateur. Et puis tant qu'à faire, nous allons ajouter un titre à ce petit MSGBox, exécuter le diaporama par exemple. Comme ceci. Le diaporama entre guillemets, puisqu'il s'agit bien d'un texte. Et bien sûr, comme nous sommes dans un test, il faut savoir si la valeur retournée par le MSGBox est bien. D'ailleurs, vous voyez qu'IntelliSense se déclenche. Nous pourrions directement choisir la valeur VBOK ici, mais qui correspond à 6. Comme nous le savons, nous l'inscrivons. À ce moment-là, then, et puis nous n'oublions pas de borner notre instruction if par les mots-clés mdiff pour bien la fermer. L'objectif donc est non seulement d'ouvrir le formulaire qui se nomme diaporama, je vous le rappelle, et en même temps, puisque le code est terminé, de fermer le formulaire accès fichier. Donc nous allons faire les deux ensemble. Nous avions appris dans la formation VBA Access pour réaliser des interactions entre les objets Access que l'objet docmd permettait d'exécuter des commandes, grâce au macro d'ailleurs. Eh bien, il propose une méthode que nous connaissons déjà aussi, qui se nomme OpenForm, qui permet, en désignant en premier paramètre, d'ouvrir un formulaire désigné par ce premier paramètre. Donc, le formulaire à ouvrir se nomme diaporama, nous venons de le confirmer, nous l'inscrivons donc entre guillemets, et nous allons lui indiquer de quelle façon nous l'ouvrons, et vous voyez que plusieurs modes sont proposés. Nous allons l'ouvrir normalement, c'est-à-dire dans sa fenêtre. Dans le même temps, toujours grâce à l'objet docmd, et cette fois-ci à sa méthode close, nous allons fermer le formulaire actif que nous désignons toujours entre guillemets, mais avant cela, la méthode impose, elle est un petit peu différente dans son énumération, de définir quel est le type d'objet que nous fermons. La constante accessForm permet de définir qu'il s'agit d'un formulaire. Quel est ce formulaire? Il se nomme accès fichier. Donc nous l'écrivons par son nom sans faute d'orthographe, entre guillemets, comme toujours. Sans faute d'orthographe, il porte bien un S. Et vous voyez que la casse est corrigée à la volée par VBA. Nous allons tester ce code pour constater que si nous cliquons sur le bouton archiver, eh bien,
Le MSG Box apparaît bien. Souhaitez-vous lancer le diaporama? Bouton oui, non, icône VB question, exécuter le diaporama. Nous cliquons sur oui. Effectivement, le formulaire du diaporama apparaît à l'écran, alors agrandi parce qu'il est déjà associé à une macro qui permet de réaliser cette action. Et lorsque nous fermons notre formulaire diaporama, vous remarquez que le formulaire avec ses fichiers s'est fermé de lui-même directement grâce au code. Donc, maintenant que nous avons terminé notre code qui permet d'archiver l'ensemble des fichiers et qu'ils sont bien en base de données, nous devons nous occuper du code qui permettra de réaliser le diaporama. Ce code est celui qui va être directement attaché à notre formulaire diaporama. Donc nous devons maintenant aller l'ouvrir dans un premier temps en mode création, puisque nous avons constaté qu'à l'issue de l'archivage, il se lançait, mais qu'il ne se produisait rien. Il doit récupérer les informations de la table archive pour pouvoir charger l'image au centre du formulaire et afficher son contenu dans une zone de texte prévue à cet effet. Vous constatez que dans ce formulaire, il y a bien un contrôle image qui se nomme IMG. Nous savons que la propriété pitcher d'un objet image permet de charger une image directement dans le contrôle, et puis d'un autre contrôle qui est superposé, qui est un label, une étiquette qui se nomme détail, dans lequel, grâce à sa propriété caption, nous devrons afficher le contenu de l'enregistrement précisément pour le champ archive texte qui décrit l'image. Pour ce faire, donc, il nous faut, comme je vous le disais, associer des codes sur événement. Je vous rappelle que pour cet objet formulaire, c'est-à-dire le formulaire dans sa globalité, nous avons déjà une macro incorporée que nous avions conçue qui permet d'exécuter une action qui se nomme agrandir fenêtre, qui permet effectivement d'optimiser la taille de ce formulaire à son ouverture, ce que nous avons constaté et confirmé par l'action précédente du formulaire accès fichier au clic sur le bouton archiver. Nous allons basculer dans le code que nous devons nous créer. C'est le code qui va se lancer en même temps que le formulaire s'active. En même temps que le formulaire apparaît, le diaporama doit débuter. Donc, grâce à la feuille de propriété pour le formulaire sélectionné, dans l'onglet événement, pour son événement sur activation, nous cliquons sur son bouton, nous choisissons générateur de code comme nous savons le faire très bien, pour basculer dans l'éditeur de code, mais cette fois-ci la partie associée au formulaire diaporama, puisque vous voyez que notre ancien code est bien présent dans notre formulaire accès fichier. Entre les bornes de la procédure, form current, ça veut dire l'événement de l'activation du formulaire. La première chose ici que nous allons faire est de rajouter l'instruction option explicite qui est une sorte de garde-fou. VBA va nous imposer de déclarer toutes les variables que nous utilisons. Ça veut dire que si des fois nous faisons une erreur de syntaxe ou d'orthographe dans une variable que nous pensions avoir déclarée, eh bien, si cette variable n'est pas la bonne, il nous empêchera de poursuivre l'exécution et nous alertera. Nous allons déclarer une variable publique que nous allons nommer démarrer, comme un booléen, tout simplement parce que cette variable va nous permettre tantôt de relancer l'exécution du diaporama, tantôt de le stopper. Lorsque cette variable sera initialisée à true, le diaporama saura qu'il pourra continuer son exécution en boucle. Dès lors que cette variable sera basculée à false, parce que par exemple l'utilisateur aura cliqué sur le bouton arrêter, et bien cette variable publique qui a une portée qui va au-delà des procédures pourra transmettre sa valeur au diaporama, au code du diaporama en cours d'exécution pour dire ben voilà, nous mettons fin au diaporama. Comme ce diaporama doit s'exécuter sur activation, mais aussi au moment du clic sur le bouton lancer, si des fois l'utilisateur souhaite relancer le diaporama, nous n'allons pas écrire deux fois ce code, nous allons le centraliser dans une procédure que nous allons appeler visionner arbitrairement. Donc nous la créons avec les mots-clés private sub et nous l'appelons visionner comme ceci avec les deux parenthèses puisqu'elle ne nécessite pas de paramètres, alors que les parenthèses servent par défaut effectivement à passer les paramètres nécessaires à une fonction, une procédure par exemple. Du coup, dans notre procédure de l'activation du formulaire, nous appelons cette procédure visionner comme suit. Et nous ferons de même pour le bouton qui permet de lancer le diaporama. C'est ici que donc doit être écrit le code qui va permettre de gérer ce diaporama. Je vous rappelle le principe.
parcourir tous les enregistrements de la table pour les données archivées, récupérer l'image dans son dossier, le descriptif associé dans le champ archive texte et construire le diaporama. Ce qui est intéressant, c'est que les images et les informations textuelles doivent s'afficher avec un délai de 2 secondes. Et là, nous allons aborder une nouvelle notion, c'est la fonction timer en VBA, qui permet justement de temporiser l'exécution d'un code. Donc, pour pouvoir réaliser toutes ces choses, nous déclarons comme toujours les variables nécessaires en commençant fort logiquement par les variables qui vont nous permettre de piloter les enregistrements de bases de données dim_ligne as record set et dim_base as database, comme il est de coutume désormais. Puis, dans la foulée, nous avons besoin de 2 petites variables supplémentaires pour ce timer, une variable que nous allons utiliser pour fixer un délai en secondes, nous le déclarons comme invariant, car il sera affecté en temps réel, et une variable début qui va s'initialiser sur l'horloge à l'instant T, à l'instant précis, où le diaporama va lancer son exécution et va basculer sur une image. Puis, nous allons, comme nous le faisons à chaque fois, affecter et instancier nos variables objets. Notre objet base de données doit pointer sur la base de données en cours. Il n'est plus nécessaire de perdre du temps en explication puisque désormais nous avons l'habitude. Il s'agit de la méthode currentDB de l'objet application VBA Access qui permet de pointer sur la base de données en cours, et ensuite notre objet ligne qui désigne un record set, c'est-à-dire un enregistrement. On va pouvoir le faire pointer directement sur la table archive grâce à la méthode openRecordSet de notre objet base de données, en le désignant en paramètre entre guillemets le nom de la table archive donc. Et puis en deuxième paramètre cette fois-ci, nous allons être plus simple puisque c'est un mode beaucoup plus classique pour accéder aux données. Nous ouvrons la table, nous n'avons pas besoin de modifier ces données, donc ce n'est plus la constante db open_din_asset mais db open_table. Dans la foulée, puisque nous sommes dans la partie des affectations de nos variables, nous allons caler notre variable démarrer qui est booléenne, je vous le rappelle, et qui est publique à true pour indiquer que le diaporama est bien en cours d'exécution jusqu'à nouvel ordre. Ici, et vous allez comprendre pourquoi, nous ajoutons une petite étiquette grâce aux 2 points qui suivent ce mot boucle arbitraire que nous définissons, qui est une sorte d'adresse dans le code qui va nous permettre de renvoyer le code à cette étiquette pour lire le diaporama en boucle si l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton arrêter, justement pour stopper l'exécution du diaporama. Je vous rappelle que pour attaquer les données d'une base de données, nous commençons par nous placer, comme nous savons le faire, sur le premier enregistrement de la table désignée par la méthode openRecordSet grâce à la méthode moveFirst. Nous savons désormais que le pointeur est bien placé sur le premier enregistrement de la table. Puis, comme toujours, pour parcourir l'ensemble des enregistrements de la table, une boucle do loop suivie de l'instruction until ligne qui désigne notre objet recordSet, .eof end of file jusqu'au dernier enregistrement égale true. C'est pas forcément nécessaire, mais disons qu'on le confirme tant que le dernier enregistrement de la table n'est pas atteint. Ne pas oublier qu'une boucle, si nous ne souhaitons pas qu'elle soit infinie, doit bien sûr se déplacer à chaque passage. Donc, nous commençons par ajouter l'instruction ligne moveNext pour que à chaque traitement, après chaque traitement, le pointeur soit déplacé sur l'enregistrement suivant. Il s'agit donc ici, puisque nous sommes dans le diaporama, premièrement de récupérer l'image pour la charger dans le contrôle image du formulaire qui se nomme, je vous le rappelle, IMG et qui propose, là aussi je vous le rappelle, une propriété Picture qui littéralement attend le chemin d'accès complet au fichier que nous allons désigner grâce, comme toujours, à l'objet application, suivi de sa propriété currentProject qui désigne la base de données en cours avec la propriété dérivée qui se nomme path pour désigner le chemin relatif de la base de données et auquel nous concaténons, comme nous l'avons fait dans le code associé au précédent formulaire, le sous-dossier archive au pluriel de mémoire, attention de ne pas faire de faute de syntaxe et d'orthographe là encore, un autre anti-slash pour pouvoir aller jusqu'au nom du fichier dont nous récupérons le nom justement grâce à l'objet recordSet et sa propriété fields qui permet de désigner le champ pour accéder à sa valeur, la valeur qu'il contient pour l'enregistrement en cours. Nous savons que les noms de fichiers sont stockés dans le champ
archive image, propriété value pour un champ, propriété fields d'un objet record_set, et dès lors, nous sommes censés avoir en effet chargé, pour le premier enregistrement en tout cas, l'image correspondante dans le contrôle image au centre du formulaire. Nous allons vérifier que notre code ne propose pas d'erreur pour l'instant, tout semble correct. Il faut ensuite et en même temps charger le descriptif de cette image dans la petite zone qui se nomme détail au-dessus de l'image telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Comme il s'agit d'une étiquette, d'un libellé, ce n'est pas sa propriété value qui permet d'affecter son contenu, mais c'est bien sa propriété caption. Et donc ici, il s'agit de charger le contenu pour l'enregistrement en cours, cette fois-ci du champ archive texte. Alors nous allons récupérer du code que nous avons déjà fait au-dessus, la petite erreur comme toujours lorsque nous quittons le code qui n'est pas terminé, et nous allons donc accéder à ce champ archive texte toujours par la propriété fields de l'objet record_set en lui passant en paramètre le nom exact du champ entre guillemets. Nous sommes donc censés avoir chargé les informations pour afficher l'image et son descriptif, mais dans cette boucle, si nous ne temporisons pas, nous allons nous déplacer à la vitesse du processeur, nous n'aurons même pas le temps de voir l'enchaînement des images se faire, que nous serons déjà arrivés à la dernière. Donc, c'est ici qu'intervient le timer. Nous commençons par définir le délai. Délai égale 2, littéralement, cela signifie 2 secondes. Et puis, nous allons fixer l'horloge sur l'instant qu'il est, précisément maintenant. Début égale timer. La fonction timer va renvoyer l'instant présent à la seconde près, à la milliseconde près. Et donc il s'agit justement de faire une boucle dans le vide grâce à une boucle do while pour dire voilà, tant que le temps n'a pas atteint les 2 secondes supplémentaires, littéralement tant que le nouveau timer, celui qui est en cours, est toujours inférieur à la valeur que nous avions enregistrée pour le temps dans la variable début, plus délai, pardon, eh bien, puisque comme ça, délai, nous pourrions le proposer justement en paramètre à fixer directement en visuel depuis le formulaire. Eh bien, nous devons tourner dans le vide. N'oublions pas de boucler notre instruction do while grâce au mot-clé loop. Et à l'intérieur, bien sûr, cette boucle va s'effectuer sans s'arrêter tant que le critère du do while n'est pas vérifié, c'est-à-dire tant que le nouveau temps n'a pas atteint le temps enregistré précédemment, plus 2 secondes. Pour nous assurer qu'à tout moment l'utilisateur puisse continuer d'intervenir en cliquant par exemple sur le bouton arrêter, car sinon la boucle va utiliser toutes les ressources, nous utilisons la fonction précieuse VBA doEvents. doEvents est une instruction qui va permettre de rendre la main à d'autres processus pour pouvoir intervenir et reprendre le contrôle justement. Les 2 secondes sont censées être passées, du coup effectivement nous passons bien à l'enregistrement suivant, mais ici il faut être capable de stopper le diaporama si effectivement entre-temps l'utilisateur a décidé de l'arrêter en cliquant sur le bouton arrêter. Donc nous faisons un test sur la variable booléenne publique démarrer. Et si elle est passée à false, puisque je vous rappelle que nous l'avions initialisée à true pour indiquer que le diaporama devait bien s'exécuter, si elle est passée à false, et bien alors nous allons sortir de la boucle avec l'instruction exit do. Pour un do, c'est un exit do, pour un for, c'est un exit for, etc. Et pour un sub, un exit sub. Donc notre boucle est bien terminée. En revanche, lorsque la boucle est terminée, le do loop until, le premier qui est ici, cela signifie que notre code a atteint la dernière image, en l'occurrence ici nous n'en avons que 4, et que le diaporama va s'arrêter tout seul. Alors nous pourrions peut-être essayer ou tester ce code, mais avant ça, puisque nous avons chargé des objets de base de données, toute connexion ouverte doit être fermée. Donc il nous faut quelque chose de propre. Je vous rappelle que l'objet record_set et l'objet base, database, proposent les méthodes close pour fermer les connexions, car sinon nous les cumulons et ensuite nous saturons les ressources, et puis tant qu'à faire, nous allons même les décharger de la mémoire, puisqu'il s'agit de variables objets, nous utilisons bien le mot-clé set, et nous allons les affecter à nothing, qui va permettre justement de les décharger de la mémoire, base égale nothing aussi. On peut tester ce code pour l'instant, déjà on va pouvoir
constater s'il fonctionne ou non. Je vous rappelle que dans le processus, on part bien du formulaire accès fichier duquel on désigne le sous-dossier, en l'occurrence contenu ici, pour charger les éléments qu'il contient, archiver les données, proposer, lancer le diaporama et constater en effet que, regardez, les données s'affichent bien au centre de l'écran, une vitesse peut-être un peu trop importante, mais constater que l'image est bien affichée dans le contrôle IMG, dans le formulaire optimisé, avec son contenu textuel archivé, récupéré directement depuis le disque dur, en mémoire comme nous l'avons chargé tout à l'heure. Par contre, une fois la dernière image de la table atteinte, eh bien forcément, rien d'autre dans le code ne stipule que le diaporama doit se lire, sauf que nous avions prévu le coup avec notre étiquette que nous avions nommée boucle. Nous allons donc nous en servir. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lorsque le diaporama s'est terminé, les objets ont bien été fermés et déchargés. Mais avant cela, donc, ce qu'il serait d'intéressant, puisque il faut que le diaporama puisse se jouer en boucle, et bien nous allons refaire un test après la boucle pour savoir si la valeur de la variable démarrer a changé ou non. Pour dire que s'il est toujours à true, ça veut dire que rien n'indique que le diaporama doit s'arrêter, auquel cas, eh bien nous allons renvoyer le code au début de son exécution grâce au mot-clé goto qui permet de renvoyer le code à une étiquette, si tant est que cette étiquette ait déjà été référencée. C'est le cas ici, elle se nomme boucle. Ce qui permet de référencer une étiquette, c'est les 2 points qui suivent le nom qu'on lui donne. Donc si la valeur de la variable démarrer vaut toujours true, ça veut dire que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton arrêter et que donc nous devons jouer le diaporama en boucle. On va tester tout ça et puis on va refaire le processus complet qui n'est pas très long. On désigne notre dossier contenu, on clique sur le bouton archiver, on confirme le lancement du diaporama qui s'exécute. On constate que selon un délai d'à peu près 2 secondes, les images s'enchaînent, nous arrivons à la dernière, et nous constatons que le diaporama repart bien cette fois à la première. En revanche, petit souci ici, c'est que nos objets de base de données sont toujours chargés, puisque rien n'indique que le diaporama doit s'arrêter. Donc vous constatez que les 2 boutons ici sont inopérants, et vraisemblablement, si nous souhaitons arrêter l'exécution, voilà, c'est un peu brutal, et donc nous avons toutes les peines pour le faire. C'est pourquoi nous allons directement passer par le code et stopper l'exécution avec le bouton de l'éditeur, et ça, c'est possible, je vous le rappelle, grâce à cette fonction VBA doEvents, sans laquelle le code ne nous aurait pas rendu la main. Et il nous aurait été impossible, autrement qu'en stoppant le processus, de revenir directement à notre programmation. Donc nous allons nous occuper des boutons restants pour pouvoir mettre fin proprement au diaporama commandé par l'utilisateur. Nous avons les 2 boutons. Le premier qui est le bouton arrêter. Bien sûr, pour son événement au clic, nous associons un code, comme toujours, et lorsque nous validons, nous retournons dans l'éditeur de code entre les bornes de sa procédure événementielle, et fort logiquement, la seule chose qui est à paramétrer ici, plutôt la variable démarrer, que nous affectons à false. Je vous rappelle qu'elle est publique, donc sa portée va au-delà de chacune des procédures. Si ce bouton démarrer grâce à la fonction doEvents est capable d'affecter, ce bouton arrêter, pardon, grâce à la fonction doEvents est capable d'affecter la variable démarrer à false, ça veut dire qu'en temps réel, la procédure visionnée va intégrer cette nouvelle valeur, va effectuer le test, ne lancera pas le diaporama en boucle, ou même sortira un petit peu avant si des fois cette valeur est interceptée au plein milieu de la boucle do loop de la lecture des enregistrements. En ce qui concerne l'autre bouton, eh bien c'est celui qui va permettre de relancer le diaporama du début, donc nous le sélectionnons depuis le formulaire, et toujours pareil, au clic, nous lui associons un code, et là, très simple, dans les bornes de sa procédure, c'est la raison pour laquelle tout à l'heure nous avions créé une procédure externe, nous allons, comme nous l'avions fait pour l'événement de l'activation du formulaire, appeler la procédure visionnée, qui gère tout le diaporama, qui récupère les informations de la table de base de données pour les afficher sur le formulaire. Nous allons refaire le test grandeur nature de l'ensemble de ce code, dont l'objectif, je vous rappelle, était d'archiver les données, ce qui s'est très bien passé, puisque lorsque nous cliquons sur un dossier pour le désigner,
nous récupérons l'ensemble des fichiers qu'il contient. Lorsque nous cliquons sur le bouton archiver, toutes les images et leurs descriptifs sont bien archivés dans la table archive, les images sont bien dupliquées dans le sous-dossier archive du répertoire de la base de données, et lorsque nous cliquons sur ce bouton à l'issue, un message nous propose de lancer le diaporama qui s'exécute en boucle grâce à cette étiquette et sur lequel nous pouvons intervenir grâce à cette fonction doEvents à tout moment. Illustration, si nous cliquons sur le bouton arrêter, vous remarquez que le diaporama s'arrête. Ça veut aussi dire que logiquement, à ce stade, eh bien, puisque rien n'indique le contraire, nous irons le vérifier dans le code, nos objets de base de données sont bien déconnectés et vidés. Si nous cliquons sur le bouton lancer, nous reprenons la lecture depuis la première image, le premier enregistrement de notre diaporama. C'est très bien, donc nous pourrions améliorer ensuite avec d'autres informations sur les fichiers. Quoi qu'il en soit, à tout moment, nous pouvons arrêter. Vous voyez que ça marche très bien. Et du coup, nous pouvons quitter l'exécution de notre formulaire, alors que tout à l'heure ce n'était pas possible puisque le code était en cours d'exécution. Comme je vous le disais, si nous reprenons notre code pour le diaporama, dans la boucle do, vous voyez que lorsque effectivement le doEvents ici est fini pour pouvoir caler le délai sur 2 secondes supplémentaires, il y a un test qui est effectué sur la variable démarrer, qui a été initialisé à false par le bouton arrêter. C'est bien pris en compte par ce test, et donc nous sortons de cette boucle do loop, et nous nous retrouvons ici. Ce test donc ne fonctionne pas, et du coup le code poursuit son exécution chronologique pour fermer l'objet recordSet, l'objet base de données, et vider les objets, donc tout est propre, et le code est terminé. Voilà donc pour cette formation qui consiste principalement à récupérer des données externes dans le but de les archiver dans une table de base de données, puisque là, je vous le rappelle, c'est nouveau. En plus que nous manipulons les données de base de données Access, eh bien, nous allons créer, ajouter des enregistrements et modifier les valeurs des champs. Eh bien, nous avons en plus créé un petit diaporama. Alors, j'espère que cette formation vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Ce serait très sympa de votre part. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations, notamment Access et VBA Access, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.